Bouakari Sidiki Diakité, de la finance formelle et informelle à la microfinance. Paragraphe 2. La capacité d'innovation de la finance informelle. La finance informelle entraîne un certain nombre d'innovations financières qui permettent de réduire les coûts de transaction, aussi bien pour les déposants que pour les emprunteurs. En effet, la finance informelle permet de maintenir des coûts de transaction peu élevés pour les emprunteurs et les épargnants en apportant les services financiers aux endroits et au moment qui conviennent à ses clients, la finance de proximité. À l'inverse, la finance classique tend avant tout de réduire les coûts de transaction de l'intermédiaire financier et se préoccupe peu des conséquences pour les déposants et les emprunteurs. Il est en effet assez rare que les clients des intermédiaires financiers formels puissent faire leurs dépôts et leurs emprunts à des heures qui leur conviennent. Il est très étonnant de constater la rapidité avec laquelle la finance informelle peut innover dans le but de s'adapter à des conditions variables telles que l'inflation, la prospérité ou les problèmes économiques. La flexibilité et la souplesse sont les deux caractéristiques majeures de la finance informelle, sur lesquelles peut porter l'innovation. L'innovation tontinière, par exemple, de produits, signifie soit l'apparition d'une nouvelle tontine différente de celle qui existe déjà, soit la modification des caractéristiques des produits tontiniers existants comme la périodicité, les conditions de levée, la variation des mises, les dates de mise, le nombre de tontineurs, etc. Même si les marchés financiers formels sont eux aussi innovants, ces innovations sont la plupart du temps mal adaptées aux contraintes des pauvres. De plus, la finance formelle est souvent trop fragile et trop rigide pour pouvoir répondre de façon efficace à des changements économiques. Ces innovations et évolutions de la finance informelle ont des conséquences sur le développement de la microfinance, car les IMF essayent d'imiter certaines. Ainsi, la capacité d'une épargne volontaire, les rapports de proximité et de confiance ont été repris dans les modèles des mutuelles ou coopératives d'épargne et de crédit. À la suite de ces études, on remarque que la finance informelle a plusieurs avantages. Certains avantages sont même à la base des innovations dans la microfinance. Cependant, la finance informelle a des limites qui profiteraient également à l'essor de la microfinance. Section 2. Des frontières de la finance informelle à l'évolution de la microfinance. La finance informelle est assez dynamique et apparaît comme un secteur incontournable des systèmes officiels. Elle renferme beaucoup d'avantages liés à la personnalité des réalisateurs, aux relations sociales, physiques de proximité, qui favorisent la solidarité, la confiance, la grande souplesse et la simplicité des procédures. Cependant, il faut savoir que la finance informelle a des limites. Après avoir examiné ces limites, nous montrons les différentes voies alternatives avant de présenter les raisons du succès de la microfinance liées à ces limites. Paragraphe 1. Des limites de la finance informelle. Les frontières de la finance informelle sont nombreuses. Dans cette réflexion, nous abordons les limites dans le financement du développement et les risques liés à la gestion. Grand A. Les insuffisances dans le financement du développement. On distingue en règle générale 3 problèmes auxquels se heurte le secteur financier informel. Absence de réels intermédiaires financiers dans le secteur financier informel. En effet, on ne peut pas comparer le secteur financier informel aux banques dans ce domaine, car les organisations financières informelles ont peu de possibilités de remplir en même temps 2 fonctions. Celles-ci font partie des caractéristiques d'un intermédiaire financier. Il s'agit de collecter des ressources à court terme
et de transformer en emploi à long terme pour financer les besoins de financement. Le secteur financier informel semble pouvoir acquérir de l'information sur les emprunteurs à moindre coût et maintenir la confiance des épargnants. Mais il ne semble pas pouvoir supporter le coût lié à la défaillance éventuelle des emprunteurs, bien que ceci arrive rarement du fait de la pression sociale exercée par le groupe. Ainsi, les prêts accordés dans le secteur informel seront surtout des prêts à court terme, limitant ce risque de défaillance de l'emprunteur. La finance informelle ne finance que très peu l'acquisition de biens d'investissement. Le fait que les prêts fournis dans cette finance informelle soient de courte durée et souvent de faibles montants ne favorise pas les opérations de long terme. Le caractère usuraire des taux d'intérêt pratiqués. Le fort taux d'intérêt pratiqué dans le secteur financier informel proviendrait de ce que le risque pris par les prêteurs soit plus élevé par rapport au risque pris dans le secteur formel. Il pourrait également venir du fait d'une disponibilité quasi immédiate des fonds dans le secteur informel. Mais d'autres facteurs peuvent expliquer le phénomène. Mobilité géographique des emprunteurs et des prêteurs, répression financière, renforcement de la concurrence des institutions informelles, etc. Grand B. La manifestation des risques dans la finance informelle. Par essence, la finance informelle en général et les activités tontinières en particulier relèvent du domaine non réglementé et exposent de ce fait tout agent économique qui s'y adonne aux risques inhérents à tout ce qui échappe partiellement ou totalement au droit. L'opération tontinière, par exemple, repose fondamentalement sur une manifestation de volonté exprimée par le tontinier et le tontineur, ce qui engendre des droits et des obligations susceptibles, en cas de non-respect, de générer des risques au préjudice du tontinier et du tontineur selon le cas. Ainsi, distingue-t-on en général deux catégories de risques dans les tontines, les risques du tontinier et ceux du tontineur. Les risques courus par le tontinier sont liés au non-respect par le tontineur de ses obligations vis-à-vis du tontinier, non-paiement de la mise. Quant au tontineur, il court les risques liés au non-respect par le tontinier de ses obligations de résultat et de moyens, vis-à-vis de lui. Ces différents risques peuvent être majeurs ou mineurs. Les risques majeurs portent sur toutes les situations où le tontineur est susceptible de perdre une partie ou la totalité de ses cotisations. Ils sont souvent engendrés par des infractions dues à un comportement illicite du tontinier, soit du fait de son imprudence, de sa négligence, ou indépendamment d'un de ses comportements quelconques. Il s'agit par exemple du cambriolage du tontinier, des incendies, son décès, la mauvaise comptabilité. Les risques mineurs sont liés au non-respect des conventions exprimées par le tontineur au cours du déroulement de la tontine. Il s'agit des aléas inhérents au système tontinier qui font perdre au tontineur des gains d'opportunité. Il intervient lorsqu'il y a par exemple le non-respect du délai, des montants, des levées, la non-obstention d'avance, comme exemple.